Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clé d'Histoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'arbre de technologie allemand, et plus précisément aux blindés légers, moyens et lourds qui l'ont composé en grande majorité. Pourquoi je parle de ces blindés-ci et pas des chasseurs de chars ou des anti-air? C'est tout simplement parce que ce sont des dérives, pour une grande majorité, des véhicules que l'on va voir maintenant. Donc, une approche plus focus, plus focalisée, plus détaillée sur les autres véhicules viendront par la suite avec une vidéo qui leur sera entièrement dédiée. Je vous rappelle que j'attends dans les commentaires votre avis sur le mode focus qu'on a vu avec le T-34 où l'on prend un char et où on l'étudie consciencieusement, ou si vous préférez le format plus général de l'arbre de techno où l'on va donc regarder dans les grandes lignes les blindés composant les armées des différents pays. On va donc commencer la vidéo avec le premier char qui compose l'armée allemande, le Panzer I. Attention tout de même, lorsque je dis premier char, je parle premier char de l'armée allemande de la Seconde Guerre mondiale. Je ne parle pas des premiers chars qui ont été conçus. À ce moment-là, le premier char allemand serait le A7V, qui est apparu durant la Première Guerre mondiale, bien que ce soit à la fin de celle-ci, comme aussi pour toutes les autres nations. Mais une vidéo dédiée à la création et au développement des blindés sera faite depuis leur origine, et elle est beaucoup plus ancienne que tout ce que vous pouvez croire. Pour en revenir à notre époque, la Seconde Guerre mondiale dans cette vidéo, le Panzer I et le Panzer II sont deux chars différents dont nous parlerons en même temps, puisque les deux chars, bien que différents sur quelques points, avaient le même objectif de mission. Les attaques rapides, de l'appui d'infanterie et de la reconnaissance. En effet, ces chars étant plutôt petits et très mobiles, n'embarquaient que 2 ou 3 personnes à bord. Le commandant, le conducteur et le tireur, aussi appelé mitrailleur, puisque ces véhicules étaient plus équipés de mitrailleuses que de canons, bien que certaines variantes ont existé. Rappelez-vous également que la Wehrmacht, l'armée allemande, n'est pas l'armée des SS, qui est l'armée nazie. C'est une armée régulière, comme tout pays en a une. La SS est la division fanatique des nazis. Ça y est, ça fait même pas 10 minutes et la vidéo est déjà démonétisée, j'en suis sûr. Le Panzer I fut produit en 1932 et la production de masse de ce char, celle servant à alimenter une guerre ou à la préparer, a commencé en 1934 et s'arrêta en 1937. Le char Panzer I, comme son homologue le Panzer II, ont été utilisés à peu près officiellement jusqu'en 1954 par différentes armées. Par exemple, l'armée espagnole s'en servait encore. De par sa petite taille, sa fiabilité et sa robustesse d'époque, lui permettait d'être assez furtif. Deux personnes à l'intérieur, de quoi faire un support d'infanterie et une grosse mobilité, permettait une reconnaissance efficace sur les champs de bataille. Ajoutez à ça que si vous en faites un bataillon, pour rappel, un bataillon, quand on prend plusieurs soldats, ça fait un bataillon d'infanterie. Quand on prend plusieurs véhicules blindés, ça fait un bataillon blindé. Si c'est des chars, c'est un bataillon de chars. Si on prend plusieurs avions, ça fait un escadron. Et si on prend plusieurs navires, ça fait une flotte. En très simple. Si on prend tous ces Panzer I et Panzer II ensemble, ça fait un bataillon blindé qui a une force et une puissance de feu sur l'infanterie telle que c'est juste écrasant. On parle d'un véhicule qui est capable de largement arrêter des balles de pistolet de mitrailleuse, ce qui compose la majorité des troupes d'infanterie d'époque. Certains gros fusils et certains canons embarqués, on peut les appeler ainsi, les mettent en défaut, certes, mais c'est pas des objets très solides, ou alors qui protègent leur équipage. Donc, très facile à détruire.
Le châssis, malgré sa petite table et sa fiabilité d'époque, on va dire, fut réutilisé sur plusieurs variantes. Sur, par exemple, le Sturmpanzer 1 Bison, qui est littéralement une caisse soudée avec un canon qui fait office de mortier. Mortier automoteur, puisque propulsé par un moteur mécanique. Pour la petite anecdote, le Panzer 1 fut produit durant l'entre-deux-guerres. Or, vous le savez, l'armée allemande avait en simple une interdiction formelle de faire des blindés. Donc, pour produire ça, au nez et à la barbe donc, des alliés vainqueurs de la Première Guerre, ils ont nommé sur les feuilles de production, donc la nomenclature, pardon pour l'accent, Grob Tractor. Soit Grand Tracteur en français, parce qu'il était équipé, pour certains, d'un canon de 75 mm. Ça commence à faire. Plus tard, un autre modèle, un peu moins coûteux, était appelé le Leichttraktor. Pardon pour l'accent encore une fois, ça signifie petit tracteur. Il était équipé, lui, d'un canon de 37 mm. Plus petit, certes, non moins puissant. Là où le Panzer 1 était un bricolage rapide d'une première ébauche de blindés réellement efficace, il était majoritairement équipé de mitrailleuses de petit calibre, pour faire un appui infanterie simple. Son homologue et son amélioration, le Panzer 2, fut une version revisitée, améliorée, et tout ce qui peut s'apparenter à passage du niveau au-dessus qui se termine en « et ». Là où une seule firme faisait le Panzer 1, l'Allemagne a pris deux sociétés qui excellaient dans chacune de leurs domaines pour les fusionner. En effet, ils ont pris le châssis de char de la société MAN et la structure et l'armure de la société Daimler-Benz. Ils ont fusionné les deux et ça a créé le Panzer 2, qui était un véhicule très efficace et bien plus fiable que son prédécesseur. Avec un poids établi à maximum 10 tonnes, pour garder la mobilité et la fiabilité, même si celle-ci est améliorée de son prédécesseur, il fut équipé d'un canon de 20 mm afin de pouvoir s'attaquer à des cibles un peu plus solides que de la simple infanterie. Puisqu'en effet, quand tu vois des bataillons de chars avec mitrailleuses arriver sur toi, la première chose que tu penses à faire pour te défendre, c'est te cacher derrière une plaque de tôle. Si ton pistolet ne leur fait rien, pourquoi leur pistolet te ferait quelque chose? Parce que les pistolets ont augmenté en taille. Les canons de 20 étaient des mitrailleuses de 20 mm, de gros calibre donc. Mais encore, il y a eu pire par la suite. Là encore, le char fut produit durant l'entre-deux-guerres, début de production 1936. Lui fut produit jusqu'en 1943. Il n'aurait pas dû être produit aussi longtemps, mais ce fut le cas parce que le Panzer 3 et le Panzer 4, qui étaient encore en cours de développement, prirent plus de temps que prévu. Donc le Panzer 2 s'imposa et fut l'un des chars les plus utilisés par la Wehrmacht. Je vous ai dit aussi que le véhicule avait été fiabilisé entre le Panzer 1 et le Panzer 2. Petits exemples. Les galets de roulement, donc les galets qui guident les chenilles pour pouvoir la garder dans l'alignement des deux trains principaux, ont été agrandis et dissociés les uns des autres. En effet, avoir des galets liés et petits, ça les rend fragiles. Si l'un saute, le deuxième va sauter avec. S'ils sont indépendants et plus gros, ça les rend plus solides, en plus d'augmenter le blindage sur le côté du char. Puisque en plus de passer la tôle, il faut passer le galet. C'est anecdotique, mais ça a une importance tout de même. Une fois la production de chars supérieurs établie, entendez ici Panzer 3 et 4, les châssis des Panzer 2 furent développés et modifiés pour accueillir des canons, les Marder.
On verra ceci dans une vidéo dédiée aux chasseurs de chars allemands, puisqu'ils ont un petit peu tous une petite histoire sympathique. C'est donc de cette manière la plus fluide que je vous amène aux Panzer III et 4. Les Panzer III et Panzer IV, dont on va parler encore une fois ensemble, ne sont pas bien différents les uns des autres. En effet, le châssis et la caisse qui les composent, donc tout ce qui est en dessous de la tourelle, est pas pareil, mais extrêmement similaire. Pour des raisons de coût, évidemment, le nerf de la guerre. Lorsque ces chars furent développés et produits par la firme Daimler-Benz, autant le châssis que la caisse que la tourelle, afin de permettre à l'infanterie une avancée plus sécurisée. En effet, ceux-ci étant un peu plus blindés que leurs prédécesseurs et leurs canons plus conséquents, c'était évidemment une manœuvre habile pour effrayer l'ennemi, en théorie. En pratique, ce sont ces chars qui sont retrouvés nés au T-34 en grande majorité. Produits entre 1935 et 1937, ils devaient être équipés à la base d'un canon de 50 mm devant leur procurer une puissance de feu suffisante pour mettre hors de combat les chars ennemis. Le canon devait être le modèle KWK-39, le L60, qui était bien plus efficace que celui déjà utilisé, le KWK-38 L42. Sur un souci de coût, de connaissance et de technicité, ce canon fut abandonné au profit de son prédécesseur, le KWK-38. Tout simplement parce qu'il était déjà connu et déjà en cours de production. Donc ils ont développé un canon plus efficace qui n'ont pas été utilisés parce que trop cher. Ce canon devint donc le modèle de base pour le Panzer III à partir de 1941. Et ce, jusqu'à ce que les Allemands rencontrent le T-34. T-34 qui fut comme un mur. Lorsque ce mur soviétique fut admis par le haut commandement allemand, qui se voyait surpris d'être arrêté par les pleutres soviétiques, ils durent faire des choix tactiques, des choix stratégiques, mais surtout des choix techniques. En effet, personne ne s'attendait à ce que l'URSS résiste au Troisième Reich, puisque c'était des pleutres avec un gros retard technologique. Et là où les Allemands étaient en avance de presque partout. Le premier choix technique qui fut fait fut le plus simple et le plus rapide, pour au moins contenir l'avancée soviétique, si ce n'est essayer d'avancer encore. Ce fut la conception du Panzer IV. Le châssis du Panzer III était gardé et légèrement modifié, afin d'accueillir une nouvelle tourelle, une nouvelle culasse et donc un nouveau canon de 75 mm. Le 75 court qui a été mis au début a vite été remplacé par le 75 long. Ce fut d'ailleurs le modèle de char le plus utilisé par la Panzerwaffe, qui fut en très simple l'armée spécialisée dans les blindés chez les Allemands. Environ 9000 exemplaires de Panzer IV furent produits, contre, pour vous situer la quantité et la puissance des technologies alliées, 50 000 Sherman M4, tout modèle confondu, et, comme dit dans la précédente vidéo, 80 000 T-34, également tout modèle confondu. Bien inférieur en nombre, mais globalement donc moins efficace. Les Allemands avaient une longueur d'avance sur la balistique de leurs obus qui leur permettait de mettre une tatane à ce qui se présentait devant eux. Certains chars résistaient, évidemment, notamment les T-34. Je l'ai dit auparavant, le blindage incliné, tout ça. Les châssis des Panzer III et 4 ont également servi à différentes déclinaisons d'autres blindés, que ce soit des chasseurs de chars comme des canons anti-air, et même bien d'autres engins, étaient des Panzer IV remorqueurs ou des transporteurs de munitions pour les Gerats. Les Allemands n'étaient pas coordonnés. Nomenclaturement, je viens d'inventer un mot, nomenclaturement, il fut nommé Begleitwagen.
ce qui signifie en allemand, excusez-moi pour mon magnifique accent, véhicule d'escorte, afin de dissimuler sa vraie nature en voulant faire croire à la France et aux autres pays vainqueurs du sud de la Première Guerre et signataires du traité de Versailles que l'Allemagne respecterait sa parole de ne pas produire de blindés ni de renforcer son armée. Fut nommé par la suite Panzerkampfwagen, toujours pareil pour l'accent, hein. Véhicule blindé de combat. Nomenclaturement 4 pour le Panzer 4, 3 pour le Panzer 3, et vice versa. Sur la nomenclature officielle, il n'était toujours pas spécifié que c'était un char blindé, mais bel et bien un véhicule blindé de combat. Ce qui pouvait pousser les Alliés à comprendre ça pour une voiture blindée, par exemple. On va maintenant parler du Panzer V Panther et du Panzer VI Tigre. Le Panzer VI étant sorti avant le Panzer V. Parce que pourquoi pas. Donc 1942 en août, le premier Tigre sort d'usine et le Panzer V Panther sorti en 1943. A savoir que le char Tigre était en étude depuis 1937 avec deux sociétés en concurrence. Je vous expliquerai dans une vidéo à part de manière plus détaillée pourquoi est-ce qu'il a mis autant de temps à sortir, hormis le fait de son poids qui était l'un des premiers chars lourds de l'armée allemande, donc ça explique déjà certaines choses. Mais pour l'instant, gardez en tête que deux sociétés étaient en concurrence dans l'Allemagne, Porsche et Henschel. Oui, les Porsche sont que d'aujourd'hui. Si le projet a mis autant de temps à arriver à terme, c'est à cause d'un petit incident. Disons qu'un petit barbecue a pas mal tourné, mais plutôt démarré. On y reviendra dessus. Il fut également développé le King's Tiger. King's Tiger qui fut une amélioration du Tigre normal en étant complètement différent. Sur le point commun, le nom. Tigre 1, Tigre 2. En effet, celui-ci s'inspire du blindage des Panthères afin d'avoir un blindage incliné à l'avant. Et en parlant des Panthères, n'oublions pas, dans la vidéo des T-34, je vous ai expliqué le principe du blindage incliné, demandant la simple action d'augmenter l'incidence d'arrivée de l'obus sur la tôle pour simuler une grosse épaisseur de plaque de blindage. Chose qui fut un acte très économique et très ingénieux des ingénieurs soviétiques. Si vous voulez plus de détails là-dessus, je vous propose d'aller voir la vidéo qui, je pense, est plutôt bien résumée. Les Panthères ont donc absorbé ce concept en le germanifiant, c'est-à-dire en le faisant plus gros, et en gardant un canon de 75 similaire à ceux des Panzer IV, le KWK-42 L70, qui a une vélocité plus importante et donc une pénétration dans l'air plus grande. Pour la petite anecdote du Tigre, lors d'un exercice militaire, l'un des Tigres s'est embourbé. En effet, un bousin de cette taille, dans la boue, c'est pas la meilleure idée. De tous les véhicules présents, et Dieu sait qu'ils avaient de grosses machines, seul un autre Tigre qui a été appelé exprès a pu l'extirper de ce bourbier. Donc rien de dangereux, tout ça n'était qu'un exercice, mais même lors d'un exercice, les Allemands arrivaient à se foutre eux-mêmes dans la mer. Un journaliste qui était présent ce jour-là écrivit « Seul un tigre peut sauver un autre tigre », ce qui fit un clin d'œil à la fois à la puissance de l'engin, mais aussi à la faiblesse de celui-ci. En effet, les tigres étant peu nombreux sur le champ de bataille de par une difficulté de production et une fiabilité de transmission quelque peu archaïque, bien que en avance sur leur temps, il était pas rare de ne voir qu'un seul tigre dans un bataillon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à lâcher un commentaire.
pour me dire si vous préférez le format d'arbre techno comme on l'a fait là, ou le format focus. Si vous souhaitez avoir les informations sur le prochain développement prévu de la Wehrmacht, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le MOS, qui était en théorie le successeur du Tigre. Sur ce, à la prochaine.